À la page 31 de mes notes de cours du chapitre 7, on débute les questions et situations de la section 2.1 de Séguin, qui s'intitule Les lois du mouvement de Newton. Donc, à la page 186 de Séguin, on va trouver la première question instantanée que j'ai intitulée Aucune force. On nous demande deux vrais ou faux. Le premier, un objet qui n'est soumis à aucune force résultante possède nécessairement une vitesse nulle. Donc, si j'essaie de traduire ça en langage mathématique, première affirmation, un objet qui n'est soumis à aucune force résultante. Donc, ma force résultante est égale à 0 newton. Possède nécessairement une vitesse nulle. Fait qu'ils nous disent que ça devrait être équivalent à dire j'ai une vitesse nulle. Fait qu'on nous demande s'il y a une équivalence entre ces deux choses-là, si l'un implique l'autre nécessairement. Je peux avoir une réponse intuitive, dire si j'ai aucune force, que ça veut dire que j'ai aucune vitesse. Non, ce que ça veut dire, c'est que j'ai aucune accélération. Aucune accélération n'implique pas aucune vitesse. Donc ma réponse naturelle serait faux. Mais il faut que je le démontre. C'est les seules démonstrations que je fais dans le cours, c'est de justifier mes vrais ou faux. Je ne demande pas de démonstration de formule, mais comment que je pourrais justifier ça? Évidemment, ça va me prendre la deuxième loi de Newton. Donc, je vais aller sur le résumé, voir comment on l'écrit officiellement dans le cours cette année. Je n'ai pas de données selon X, Y ou Z. Je suis dans le résumé là, présentement, le résumé du chapitre 7. Deuxième loi de Newton, là, le F égale ma, mais cette année, on va l'écrire comme ça sous forme vectorielle, ou si on le décompose, on va l'écrire comme ça. Donc présentement, je n'ai pas de chiffre, je ne décomposerai pas. Je vais prendre cette forme-là, parce que je vois ma force résultante, puis je vois mon accélération. Donc je vais faire une petite démonstration en débutant avec cette équation-là que j'ai recopiée ici. Première petite chose que je fais, je la réécris en remplaçant mon accélération par la définition de l'accélération qu'on a vue dans le chapitre 2, que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse en fonction du temps, donc dv sur dt. Je voulais faire apparaître ma vitesse là, qui est mentionnée dans mon expression en haut. Je remplace ma force résultante par le 0. De l'autre côté, je vais avoir encore mon m fois dv dt. Donc, je vais isoler ma vitesse pour voir si c'est vrai que je vais avoir une vitesse égale à 0. Donc, dv dt est égal à le m va aller diviser de l'autre côté, 0 divisé par m, donc égal à 0. Une dérivée qui est égale à 0 mathématiquement, ça implique que le v est égal à une constante. Quand on dérive une constante, ça donne 0. Donc mathématiquement, ici, ça implique que la vitesse est égale à une constante. Donc pas que la vitesse est égale à 0. Pas besoin vraiment d'illustration pour montrer ça, mais on se le rappelle quand même, ou en tout cas, ça nous introduit quel genre de dessin qu'on va faire. C'est très similaire à la cinématique au départ, quand on veut illustrer la relation entre une force résultante, donc j'ai un vecteur force. Le A va toujours être dans le même sens, parce qu'ici on a une égalité vectorielle, on a que le vecteur force résultant est égal à un scalaire fois, fait que c'est le produit d'un scalaire par un vecteur, donc F et A vont être dans la même direction. Et la vitesse n'est pas nécessairement dans cette direction-là, mais j'ai dessiné les trois vecteurs pour l'instant dans la même direction. On va toujours avoir notre point, mais on va souvent rajouter le m qu'on voit dans nos formules maintenant qu'on n'avait pas dans le chapitre sur la cinématique. La deuxième affirmation qu'on me demande d'affirmer si c'est vrai ou faux, un objet qui n'est soumis à aucune force résultante. Donc cette affirmation-là, encore une fois, c'est d'écrire force résultante est égale à 0 newton. Possède nécessairement une vitesse constante. Donc, serait équivalent à un objet qui a une vitesse constante. Est-ce que s'il y a une équivalence entre ces deux choses-là? Ben, il y a ma réponse intuitive. De toute façon, j'ai fait la démonstration en haut. Je suis parti avec une force résultante est égale à 0, puis je suis arrivé que la vitesse était constante. Donc, la réponse est vraie. En remarque, j'ai ajouté en dessous que la force résultante est égale à 0 newton implique également, si la vitesse est constante, c'est parce que j'ai une accélération égale à 0. Donc, ces deux affirmations-là en bas sont vraies, puis la première en haut est fausse. Sur la même page, on continue avec la situation 1 du livre de Séguin de cette section-là, 2.1. Donc, à la page 187, je vous demande d'arrêter la vidéo et d'aller lire la situation 1. En deuxième lecture, je vais aller identifier mes données. Lorsque les ventilateurs fonctionnent, le bloc accélère de 3 mètres seconde carré. C'est le premier chiffre que je rencontre, donc c'est une accélération. Son module est de 0,3 mètres seconde carré. Je regarde le dessin qui est montré dans la situation, puis je vais décider moi-même où est mon axe des X et Y. On va faire des problèmes en deux dimensions parce que les forces vont nous apparaître en deux dimensions.
Mon A, je vais l'avoir dessiné sur l'axe des X. C'est un choix. Je trouve que c'est plus logique de mettre mon déplacement de la boîte sur l'axe des X, ce qui implique ici que j'aurais eu le droit d'écrire que AX est égal à 0. Pas 0, excusez, que le point 3, c'est aussi mon accélération selon X, parce que je suis dans le bon sens, excusez-moi. Ayant choisi de regarder ma boîte se déplacer vue de haut comme ça, puis d'avoir fait son déplacement sur l'axe des X, ça veut dire qu'elle ne bouge pas sur l'axe des Y, donc le AY est égal à 0. Ce n'était pas strictement nécessaire. L'autre chiffre que je rencontre, c'est mon 2 kg. Donc, c'est la première fois qu'on a des données avec les masses. Donc, petit m est égal à 2 kg. Et on me demande de trouver les valeurs de force, les valeurs de module de force, module les valeurs absolues des forces. Donc, j'ai deux forces. Étant donné que j'ai mis mon dessin comme ça, je vais en avoir une vers le haut, une vers le bas, qui sont, étant donné que c'est un cube, sur chacune de ces forces-là sont sur chacune des faces, donc je me retrouve à avoir un 90 degrés ici. Donc, quelle est la valeur de F1, de F2 en Newton? C'est mon inconnu que je cherche. Et je me trouve à connaître les angles. Ici, pour mon objet, j'ai mis un M, puis j'ai mis un point. Ça, j'aurais pu dessiner une boîte, là. Okay? Mais j'ai simplifié mon objet en disant que je le remplace par l'équivalent d'un point dans ma représentation. Mais on pourrait dessiner une boîte. J'ai momentanément dessiné ma boîte. Puis mes vecteurs force auraient pu être dessinés soit ici à l'arrière, comme ça, puis comme ça, ou ils peuvent être aussi à l'avant, comme ça, puis comme ça, à côté sur le bord de la boîte. Personnellement, je vais avoir décidé de carrément pas dessiner la boîte, de représenter ma boîte par un point. Bon, on voyait que nos forces, quand on l'a mis sur la boîte, donnaient des 45 degrés. Donc, l'angle que j'ai ici par rapport à l'axe des X, puis l'angle que j'ai ici qui pointe vers F2 par rapport à l'axe des X, ces deux angles-là, il y en a, θ 1 va être plus 45, puis θ 2 va être moins 45 degrés. Avant de résoudre mon problème, il y avait une donnée qui était cachée à travers le texte aussi, c'était que F1 est égal à F2. Je cherche ces deux choses-là, mais sont égales. Fait que dans mon problème, je vais peut-être tout simplement écrire F dans ce temps-là. Quand il y a une égalité, plutôt que traîner F1 puis F2, je vais tout remplacer par F éventuellement. Je vais choisir de travailler, évidemment, on est dans le domaine du F est égal à MA, mais la boîte va avancer sur l'axe des X. Avec ces deux forces-là, la boîte va avancer sur l'axe des X. Donc, je suis comme dans un problème de dynamique 1D, un mouvement sur l'axe des X. Donc, sur le résultat, je vais choisir de travailler pas avec la forme vectorielle, qui serait plus compliqué un petit peu, mais je vais prendre exclusivement la forme 1D parce que l'objet se déplace selon un mouvement 1D. Donc, je ramène ça sur ma solution. On voit ça ici. Mes forces selon X. C'est écrit somme des forces selon X. Je vais toujours regarder les dessins des forces que j'ai fait. Il y a deux forces. Donc, je vais faire la somme de deux forces. De F1 et de F2. Donc, je vais avoir écrit F1, puis je vais avoir écrit F2. Mais j'oublie pas que je fais des sommes de ces forces-là selon X, parce qu'ils ne travaillent pas selon X présentement, mais moi, je fais la physique. J'étudie ce qui se passe selon l'axe des X, parce que le mouvement est sur l'axe des X. Donc, c'est F1 selon X, puis F2 selon X, est égal à M, puis AX, donc l'accélération, mais selon l'axe des X, A est directement sur l'axe des X, donc je pourrais le remplacer par plus A. On se rappelle, selon X veut dire un signe. Donc mon signe ici, c'est plus A parce que A est dans le bon sens. Évidemment, éventuellement, je vais remplacer ça juste par MA. Ici, je devrais faire la même chose. Quand j'ai dit qu'on enlevait selon X, ça revient à dire, est-ce que j'ai plus F1 ou moins F1? C'est simple. Si ma force aurait été comme ça, j'aurais écrit plus F1. Si ma force aurait été vers l'arrière, j'aurais écrit moins F1. Mais j'ai aucun de ces deux cas-là. Je suis à angle. Donc oui, je vais écrire F1, puis F2, je vais le remplacer par F2. Mais quand je veux enlever le X, puis que je ne suis pas directement sur les axes, je suis obligé de prendre compte des angles. Quand c'est du X, je vais toujours écrire du cos. Donc, vous voyez, c'est selon X. Je veux enlever le X, le X, je l'enlève en écrivant cos de l'angle et cos de l'angle. Évidemment, même quand je faisais plus 1 puis moins F1, plus F1 puis moins F1, je faisais la même chose. Si mon F1 aurait été sur l'axe ici, ça aurait été cos de 0, puis cos de 0 donne 1.
Donc, c'est pour ça qu'on écrivait plus F1 dans cette situation-là. Puis quand il est vers l'arrière, ça aurait été un cos de 180 degrés qui aurait été moins 1. C'est pour ça que j'écrivais moins F1 directement. Mais là, présentement, je suis plutôt à angle. Donc, je ne sais pas exactement. C'est pas tout à fait plus 1, puis c'est pas tout à fait moins 1. C'est autre chose. Ben, c'est le cos de l'angle. Évidemment, là, je vais faire disparaître mes F1 et F2 là, pour avoir une seule inconnue. Donc, je vais remplacer F1 par F, puis F2 par F est égal à MA. L'inconnu que je recherche, c'est F, donc je vais l'isoler. Je vais avoir encore MA de l'autre côté. Puis de ce côté-ci, je vais l'avoir mis en évidence. Il va me rester cos θ1 plus cos θ2 que je vais envoyer diviser de l'autre côté. Je suis des mathématiques rendues ici et j'ai tous les chiffres pour faire le calcul.